Hello, assistante virtuelle en devenir. Alors, je rappelle que la thématique mensuelle du mois de mai est autour du graphisme et des visuels. Voilà, donc j'ai introduit dans la newsletter de lundi dernier cette thématique pour que tu puisses comprendre pourquoi il est important d'en parler. Et je vais rentrer aujourd'hui dans le cœur du sujet. Alors, en introduction, je voulais encore appuyer vraiment sur cette différence importante, tout simplement pour, un, que tu ne te mettes pas la pression, et deux, pour que tu ne te laisses pas, si ça arrive sur le chemin, mettre la pression par des demandes d'entrepreneurs trop lourdes à porter. Donc il est important de faire la différence entre un graphiste et une mission en graphisme qu'on pourrait demander à une assistante virtuelle. Alors j'ai cherché une définition, je te la lis tout simplement. Une définition que j'ai trouvée sur le site internet de l'école de l'image, l'école de graphisme des Gobelins. Le graphisme est par définition, le graphiste est par définition un professionnel de la communication. À partir d'une demande client, il doit créer, adapter, transmettre des messages sous forme visuelle, construire un univers graphique ou une identité visuelle. Ce travail graphique, alliant texte, images, formes et couleurs, doit aujourd'hui être décliné sur tous les supports de communication, qu'ils soient imprimés comme affiches, plaquettes, magazines, PLV, ou numériques, sites web, éditions numériques, etc. Sous forme statique ou animée. Voilà, donc pour moi là, je me dis tiens, en quoi c'est différent des missions que j'ai pu confier à certaines assistantes virtuelles ou des missions que j'ai moi-même remplies pour permettre à des clients d'aller plus vite. Parce que lorsque je lis texte, images, formes et couleurs sur des supports numériques, eh bien je me dis tiens, forcément, si je veux te former, je vais devoir travailler avec toi là-dessus. Alors, où est la différence? Eh bien, la différence est au niveau de la création. À aucun moment, à moins que vraiment tu travailles en partenariat très étroit avec quelqu'un et qu'il ait repéré ta fibre artistique, à aucun moment tu vas être face à une mission de création. Alors, pour t'expliquer un petit peu, les entrepreneurs et surtout les entrepreneurs débutants ne vont par exemple jamais te confier la mission de créer leur logo. Bon, je vais arrêter de dire jamais, parce que évidemment ça peut arriver. Mais tout simplement parce qu'en fait, souvent, trop souvent, je suis absolument pas de cette école-là, mais trop souvent, les entrepreneurs débutants mettent une énergie folle, dépensent donc de l'énergie et du temps sur cette question de la création du logo et de l'identité visuelle. Alors qu'ils n'ont pas encore tous les voyants au vert sur leur activité, sur leur business, ils démarrent, je ne sais trop pourquoi, peut-être que c'était la méthode classique avant, mais en ligne, il n'y a vraiment pas besoin de passer un temps fou à la création d'un logo. Pourtant, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés pour qui j'ai créé un petit logo de démarrage. Voilà, quelque chose de très rapide. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais travailler le graphisme et les visuels avec toi, mais avec cette optique-là. Faire des choses super propres, j'ai du mal aujourd'hui, et rapidement. Voilà. Alors, quelques idées, je pense que j'ai repéré 4 idées importantes et je vais passer là-dessus très rapidement parce que je pense que tu vas voir de quoi il s'agit. 3, tu vois. En 3 points, il y a les choses les plus importantes en termes de visuel et de graphisme. D'abord, on va parler de créativité. Qu'en est-il de ta créativité? A-t-on besoin de créativité? Quand on n'est pas créatif, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je vais te parler de la curiosité. On en parle sur cette problématique du graphisme et des visuels.
En fait, il faudrait que je fasse un point curiosité à chaque thème parce que c'est vital. Être curieux, c'est vital. Et ensuite, les outils. Heureusement, on est en 2020 et on n'a pas besoin d'être fort en quoi que ce soit. Il y a des outils juste géniaux et en plus gratuits. Et j'ai terminé par une petite phrase. Je pense que j'ai écrit ça pour penser, en tout cas en mode pense-bête, pour essayer de faire comprendre de façon subtile, mais en conclusion, ce serait quelque chose du genre un travail propre, bordel. Le minimum, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Imagine-toi, pour chacun des 3 points, la conclusion et la conclusion générale, ce serait du travail propre. Alors, on va commencer à parler de créativité. Évidemment, le graphiste est un créatif. J'imagine qu'il a fait des écoles d'art, il sait dessiner, etc. Donc toi, tu n'as pas besoin de tout ça, puisque, comme on verra à la fin, il y a des outils avec beaucoup de modèles qui permettent de partir pas sur du néant. Donc voilà la grande différence, et ça fait toute la différence avec un graphiste. En revanche, quand tu penses avoir zéro créativité, c'est justement là le problème. Parce que tu penses ne pas avoir de créativité, en tout cas parce que tu ne t'autorises pas à faire à tester, tu peux un petit peu te crisper et ne pas savoir quoi faire et refuser parfois certaines missions en te disant « Oh là là, moi je suis nulle là-dedans, etc., etc. » Donc, je vais simplement te parler d'un processus de créativité, mais il y en a plein d'autres. Alors ça, c'est un processus de créativité qu'on m'a enseigné pour travailler en groupe. Là, l'idée et la difficulté, c'est de travailler avec toi-même. Et donc, pour toutes celles qui ne sont pas toutes seules dans leur tête, franchement, je me mets dans le lot, on a un temps d'avance. Alors, pour le processus créatif, je lis mes notes, je ne le connais pas par cœur. Donc d'abord, c'est comprendre le problème, comprendre la situation. Alors là, le lien que je fais, c'est de bien se connecter avec la mission du client. Si c'est une mission à l'écrit, si on a le gars au téléphone ou la nana au téléphone, il faut vraiment refaire le point sur le problème, la situation, ce que veut la personne. Ensuite, c'est avoir un cahier des charges. Un cahier des charges de la solution attendue. Et là, forcément, il faut, si par exemple vous communiquez à l'écrit, il faut absolument renvoyer un message en redemandant, on est bien d'accord, vous me demandez ça, ça, ça et ça. Il n'y a rien d'autre, vous êtes sûr. Et donc d'avoir un vrai cahier des charges, savoir vers quelle direction aller au moins. Ensuite, avoir en tête, une fois qu'on en est à la 3e étape, c'est de savoir qu'il va y avoir une pensée fil de plomb. C'est-à-dire que machinalement, ton cerveau est programmé à avoir une ou deux idées, toujours un petit peu les mêmes styles, tout de suite. C'est ça, les idées, c'est ça la pensée fil de plomb. Donc hop, tu les poses, écris-les, ou dis-toi que ta première idée, ce serait ça. Alors peut-être qu'en mode assistante virtuelle, suis cette idée, parce que tu n'es pas là pour faire de la création. Ensuite, il est tout à fait possible de dire à un entrepreneur que s'il veut quelque chose de plus élaboré, tu peux lui trouver le nom d'un graphiste et il saura très bien que le prix d'un graphiste, c'est pas le même. Alors il prend le travail s'il est propre. Si ce que tu as fait, c'est propre et ça respecte le cahier des charges, il n'y a pas de mal. Donc, pour moi, en tant qu'assistante virtuelle, tu peux vraiment t'arrêter à tes pensées fil de plomb. Mais sinon, l'idée, c'est de brainstormer. Voilà, là, on passe à la 4e phase, le brainstorming, où tu laisses filer des idées. C'est plus simple à plusieurs parce qu'il y a les idées de chacun qui fusent. Mais par exemple, tu peux écrire tout ce qui te vient par la tête. Et là, en général, une fois que tu as sorti 2-3 idées, une fois que tu as eu 2-3 pensées, t'es un peu bloqué. Ensuite, alors, du coup, tu passes à la phase suivante. C'est la phase de divergence. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est,
rentrer non plus dans les détails, mais en tout cas, c'est un petit peu de faire une petite rupture pour laisser émerger, voilà, c'est le moment de créativité, il arrive là. Parce que ce que tu vas faire là va être complètement différent, parce que la partie la plus concentrée, la partie la plus consciente, voilà, de toi, c'était le brainstorming, c'était les pensées fil de plomb, tu avais un cahier des charges, d'abord tu as questionné le problème, ce que veut la personne, pourquoi elle le veut, dans quel contexte, voilà. Et ce qui est venu de façon consciente, ça y est, tu l'as posé. Maintenant, si tu veux aller au-delà, si tu veux être une assistante virtuelle au top de ton art, eh bien là, peut-être, voilà, tu vas devoir laisser ouvrir quelque chose qui ne s'ouvre pas peut-être naturellement. Et même quand on est créatif, il y a des moments où il y a besoin de faire des choses pour booster cette créativité-là. Et le temps ou les temps de divergence sont utiles. Alors moi, par exemple, qu'est-ce que je fais? C'est que si je bossais assise, je me lève et je marche. Je marche et je parle toute seule. Blablabla. Mais sinon, un exercice que j'ai fait un jour, et là c'était juste du tonnerre, c'était d'écouter. Alors c'était des phases très courtes. C'était combien de temps? Je ne sais plus, mais imagine 15 minutes de musique que tu n'écoutes pas du tout d'habitude. Donc j'ai tapé métal ou hard rock et je suis allée écouter ça et il fallait que je travaille avec ça dans les oreilles. Mais ça a été fabuleux. Une énergie toute nouvelle s'est emparée de moi et justement le hasard a fait que je bossais sur un produit très masculin, sur quelque chose au niveau du rasage de l'homme et tout ça. Et tout d'un coup, des idées de dingue me sont venues et je pense que si j'étais restée devant mon ordinateur, ça aurait pas fait la même chose. Et donc, c'était un exercice où, voilà, la divergence, c'était ça, c'était des contraintes. Donc, par exemple, est-ce qu'il y avait autre chose? C'était de changer toutes les 15 minutes de musique et des musiques vraiment qu'on n'écoute pas du tout d'habitude. Alors, quand tu travailles en groupe, la phase suivante, c'est une phase de co-création. Donc là, c'est de trouver ensemble un exercice pour créer ensemble. Pas facile à plusieurs. Ensuite, à nouveau, une divergence. Mais là, toute seule, je pense que au moment de ta première divergence, de te reposer en mode conscient, de faire du tri. Tu peux passer directement là. Moi, je te dis, hop, tu fais le tri dans toutes les idées. Imagine peut-être que ce sera l'idée fil de plomb que tu vas garder. Parce qu'au final, la première était la bonne. Mais peut-être que grâce à ton moment de divergence, aller marcher, aller courir, aller conduire, te mettre à dessiner, qu'importe, vraiment. Et ça ne doit pas durer longtemps, hein. Tu te mets 15 minutes avec chrono, c'est vraiment important. Voilà. Et une fois que tu as fait du tri, voilà, imaginons que tu décides d'en garder 2 dans le tas, c'est de trier ces 2 ou la dernière par rapport au cahier des charges. Et si elle correspond au cahier des charges, c'est bon, tu peux envoyer, enfin tu peux faire d'abord et ensuite envoyer à ton client. À quel moment on va parler du client? J'attends la suite. Alors, quand je tourne la tête, là, je suis absolument désolée, mais je prends des petites notes parce que les choses ne me viennent pas comme ça. J'ai écrit mon petit pense-bête. Donc, voilà de quoi booster sa créativité. J'ai essayé, ça fonctionne vraiment bien. Mais évidemment, il y a d'autres façons de faire. Et l'idéal, c'est de trouver celle qui fonctionne le mieux avec toi. Mais en tout cas, c'est super important de ne pas se ranger dans la catégorie des non-créatifs parce que, en vrai de vrai, c'est encore une fausse croyance et ça n'existe pas. Évidemment, il y a des gens qui ont l'habitude depuis tout petit de faire des choses où cette partie du cerveau est mise à contribution. Quand tu n'as pas trop l'habitude, ou que tu t'es dit pendant des années que tu n'aimais pas ça, que tu étais plutôt blablabla. Je connais des gens qui sont et cartésiens, et matheux, et scientifiques, et super artistes, et très créatifs, et manuels, et intellectuels. Enfin voilà, c'est important de ne pas se ranger dans la case des non-créatifs.
Parce que du coup, oui, tu es assistante virtuelle et tu n'as pas à créer l'identité visuelle d'un entrepreneur, parce que ça, c'est le métier d'un graphiste. Et c'est le gagne-pain d'un graphiste qui demande cher. Et donc, je trouve ça pas honnête de faire appel à une assistante virtuelle pour faire un travail complet de graphiste. En revanche, lorsque tu es l'assistante virtuelle d'un, deux, trois, quatre clients et qu'il y en a un avec lequel ça match très fort, tu connais vraiment bien son univers et qui te confie des missions comme ça, en termes de graphisme, de visuel à créer pour Facebook, pour YouTube, voilà, faire des petites vignettes, des choses comme ça plutôt, eh bien, ou bien voilà, tu fais quelque chose de très carré parce qu'il te le demande, mais sinon, voilà, c'est toujours chouette de proposer un deuxième petit truc parce que, il va se dire, tiens, elle a de la suite dans les idées et je pense que faire preuve de prise comment on dit, de prise de décision, d'esprit d'initiative, merci, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'en passe à ma deuxième partie parce que ça commence à s'étaler. On parle de la curiosité. Alors pourquoi je parle de curiosité? Parce que il est super important de développer cet état d'esprit curieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune formation qui va vraiment tout apprendre de A à Z. Tout simplement, déjà parce que tout change trop vite. Le temps que tu aies terminé une formation, eh bien, des outils auront disparu et des nouveaux outils seront arrivés sur le marché. Ou alors, l'outil que tu auras étudié aura complètement, aura fait une mise à jour lourde et il faudra quasiment réapprendre. Alors, même si souvent c'est très intuitif, il y a besoin de se renouveler, d'apprendre toujours et toujours. Ça sous-entend qu'il faut fouiller, qu'il faut chercher, demander à Google, aller voir un petit peu ce qui se fait, ce qui existe, lire des blogs sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Des choses qui peuvent paraître comme ça un petit peu bêtes, mais imiter ce qui marche au début. Parce que quand tu démarres, tu ne peux pas tout apprendre en même temps. Donc, par exemple, il n'y a aucun mal à imiter ce qui fonctionne et ensuite à y mettre ta griffe, à y mettre ta touche, à changer quand même évidemment les choses les plus importantes. Mais c'est de partir de quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne évidemment. Alors ensuite, ce qui est important, c'est de... je pars sur 12 compétences importantes pour l'assistante virtuelle. Chaque compétence, c'est un monde à part. Et donc, il est important d'essayer de comprendre ce monde. L'identité visuelle, que ce soit une couverture de e-book, un logo, une vignette, une miniature, un visuel pour des réseaux sociaux, ça sous-entend que tu as besoin de comprendre tous ces univers-là. Ça va très vite, mais par exemple, tu es obligé de te pencher sur YouTube et aller voir comment font les autres. Ah tiens, les vignettes, enfin les miniatures, il y a des couleurs très flash, les éléments sautent aux yeux. Peut-être que c'est important. Si tout le monde fait ça, c'est que c'est important. Et donc d'aller regarder ce que disent les gens à ce propos. Sur Instagram, c'est encore un autre délire. Tiens, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc on est dans la curiosité, mais là, ça va être pour comprendre. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est, comme je disais, de ne pas attendre les choses, de ne pas attendre d'une formation qu'elle t'explique tout, qu'elle te guide de A à Z. Donc, c'est de demander, de t'incruster, de rentrer dans des réseaux ou d'assistantes virtuelles, ou de youtubeurs, ou d'instagrammeurs, ou de freelance, enfin des gens qui font de près ou de loin ce que tu as envie de faire, et de demander, voilà, je suis bloquée, j'ai un problème, comment ça se passe?
Facebook, par exemple, regorge de groupes et beaucoup de groupes d'entraide. Alors parfois, tu tombes sur des idiots, tu te fais recaler. On en a déjà parlé la semaine dernière. Bon bah ok, tu te fais recaler 2, 3 fois. Tu apprends à faire des recherches sur un groupe, voir si les sujets ont déjà été traités. Si je te raconte ça, c'est que ça m'est arrivé. Mais en tout cas, chercher à comprendre par soi-même, c'est super, super important. Et du coup, oui, ça, tu vas rentrer. L'intention numéro 1, c'est d'apprendre, de comprendre, de poser des questions. Et au final, tu vas rentrer dans un réseau. Tu vas rentrer dans un réseau, tu vas rencontrer des vraies personnes. Même si on est en ligne, tu vas, à force, si tu es actif, ouvrir ton réseau. Et ensuite, pourquoi pas, rencontrer les gens. Ça y est, le confinement est passé. Rencontrer les gens pour de vrai. Il n'y a pas de différence. En réalité, il n'y a pas de différence entre la vie en dur et la vie sur Internet. Parce que derrière chaque entreprise, il y a des êtres humains. Voilà. Et ensuite, je termine par quelque chose de super important. C'était de se demander, voilà, jusqu'où tu mets ta touche perso. J'en ai parlé un peu tout à l'heure quand je te disais, voilà, esprit d'initiative. Alors, si j'étais vraiment une assistante virtuelle, si c'était mon métier de tous les jours, parce que moi, j'avoue que je prends les choses du côté plutôt entrepreneur, et donc moi, je commande des missions aux assistants virtuels, mais lorsque il m'arrive de faire des tâches pour certains clients, le conseil que je vais te donner, je ne le suis pas, moi personnellement. Mais mais parce que voilà, j'ai pas ces petites missions à faire de façon répétitive. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de créer tes process. Et donc, pour chaque mission, un process. Donc, pour une mission graphisme, visuel, d'avoir, et forcément, ou bien tu demandes à celles qui travaillent déjà, ou bien c'est à force d'avoir des clients et à force de te planter, à force de ne pas être satisfaite des premiers entretiens. Et ça m'est arrivé aussi, tu ne demandes pas assez de choses. Tu pars sur un prix et puis au final il y a beaucoup, beaucoup plus à faire et voilà, c'est comme ça que tu apprends. La fois d'après, tu ajustes. Donc c'est petit à petit sortir de là un process avec des questions systématiques et de poser un cadre pour les missions graphisme, mais pour toutes les missions en fait. Mais pour les missions autour du graphisme, comme c'est subjectif, c'est très compliqué et tu peux très vite avoir des demandes à rallonge. Alors je t'invite à aller voir comment ça se passe par exemple sur 5euros.com ou sur Fiverr. Et c'est très clair, tu as 2 retouches par exemple. Et ça fonctionne à l'écrit. Tu ne vois jamais les gens. Et donc tu peux commander un logo, voilà, et tu remplis un questionnaire ou pas. En tout cas, plus tu donnes d'informations, plus la personne qui va te faire ton logo va faire quelque chose de satisfaisant pour toi. Mais si tu lui dis j'aime le bleu clair et le rose, je veux que, enfin, et ça va s'appeler comme ça s'adresse à telle et telle personne, voilà. Elle te fait un premier logo et là tu lui dis ah non mais c'est pas tout à fait ce rose, hein. Ah oui mais et en fait si on cadre pas la relation, il peut y en avoir 10 des échanges. Et souvent ce sont des petits prix parce que maintenant moi un logo ou une couverture je le fais en 10 minutes donc évidemment que quelqu'un va pas te donner 100, 200, 300 balles à toi pour un petit logo fait comme ça. Alors qu'un graphiste qui a vraiment travaillé sur quelque chose de beaucoup plus élaboré, de plus fin, de plus artistique, c'est pas la même chose. Mais lui aussi, il va cadrer, évidemment. Donc, une mission, ça se cadre, et une mission de graphisme, ça se cadre. Donc, à décider, tu peux demander forcément un code couleur ou une image avec la couleur précise si la personne ne sait pas, ou faire un tableau, même si c'est jamais 100% complet. Mais l'idée, c'est de cadrer le travail et la relation avec le client, qu'il sache
Où sont tes limites? Ce que tu es OK de faire et ce que tu n'es pas OK de faire. Voilà pour la partie curiosité, même si cette histoire de cadre et de contrat avec ton client sort un petit peu de cette question de la curiosité. Et du coup, ça va être plutôt en conclusion. Je vais te parler des outils et puis c'est vraiment là pour te rassurer, il y a des outils tellement facilitants. Alors, forcément, l'outil de base pour faire des super visuels dans tous les sens. Et même si ce n'est pas des trucs super professionnels parce que tu vas prendre la formule gratuite, mais quand tu passes à la formule payante, j'avoue que c'est franchement bluffant, c'est Canva. Canva.com. Canva. Ensuite, un outil que m'avait donné une nana qui bosse dans le e-commerce. Donc, ce sont des personnes qui font leur... je t'en ai parlé dans la newsletter du mois de mars, les e-commerçants, les dropshippers. Ils font leur site et souvent ils font plusieurs sites et chaque site c'est un univers différent. Donc imagine, tu crées un site pour vendre des articles pour les propriétaires de chiens ou après tu peux ouvrir un autre site qui vend des articles de jardinage ou du maquillage ou des jouets. Bref, chaque fois c'est un autre univers et donc tac tac. Et en fait plus tu en fais, plus les idées, tu as moins de filtres. Tu as moins de filtres et tu sais qu'il n'y a pas mort d'homme si ça ne fonctionne pas. Alors tu te permets de créer des petites choses. Hop, un logo, très vite. Hop, une bannière. Bon bref, tout un tas de trucs, tout un tas de visuels. Et donc, tout ça pour te dire que voilà, c'était bizarrement pas du tout une graphiste qui m'a donné ce site. Ça s'appelle paleton.com. P-A-L-E-T-O-N.com. J'espère penser à mettre tout ça en bas de la vidéo. Alors, c'est tout simplement un site qui t'aide à, si ça ne vient pas naturellement, à avoir une harmonie dans tes couleurs, à trouver les couleurs complémentaires. Donc, par exemple, t'imagines un bleu particulier, c'est celui-là que tu veux, et Paleton va te trouver la couleur opposée, parce que c'est là-dessus que tu vas pouvoir jouer. Mais si tu as besoin de 3 couleurs, de 2 couleurs, de 4 couleurs dans ton environnement, voilà, c'est l'outil qui te les trouve. Il y en a d'autres, des comme ça, évidemment. Ensuite, je rajoute remove.bg, remove.bg, comme beau gosse. C'est un outil qui te permet de détourer super rapidement. Tu mets la photo, j'ai une photo détourée, j'ai fait là-dessus. Tu mets la photo de quelqu'un, un portrait, et il te le détourne. Donc il n'y a pas tout ce bazar derrière, et tu as un fond blanc, un fond transparent. Et donc tu peux aller poser cette photo sur plein de pages d'internet. Ensuite, il y a un autre truc qui est super utile comme outil, ça s'appelle la couleur du pixel. C'est pas un site, c'est une... ça y est, le mot m'échappe. Bon bref, tu le télécharges, c'est un truc Chrome, une extension Chrome. Et donc, tu peux aller trouver le code hexadécimal de n'importe quelle couleur qui est sur une de tes pages internet. Parce que tu te dis, c'est précisément celle-ci que je veux. Ou alors, tu es en train de travailler, tu dois reprendre la même couleur parce que ton client, il veut ce rose-là. Et grâce à cet outil, c'est une petite croix, tu vas cliquer à l'endroit précis où il y a cette couleur qui est écrite sur une police, par exemple. Et il te donne le code de la couleur. Voilà. Je terminerai là-dessus en sachant qu'il y a encore énormément de choses à dire sur le graphisme, sur les visuels, sur l'identité d'une entreprise et surtout comment aider un entrepreneur qui a besoin de déléguer une tâche, qui a envie de te donner une mission dans cet univers-là, sur cette question-là. Et c'est vrai que c'est super intéressant et en tout cas c'est très très addictif. Tu peux passer un temps fou. Voilà, autant le mois dernier, celles qui sont rentrées dans le club, elles bossent les tunnels de vente. Le mois prochain, on va travailler le graphisme. Je pense que ça va être un petit peu plus agréable. Alors que bon, les tunnels pourtant, c'est vraiment ce qui fait la différence. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui sont capables de passer 6 mois à travailler leur logo,
leur petite phrase qui fait le slogan, je mets une virgule verte ou une virgule marron, et ça dure 6 mois et ils ne se lancent toujours pas. Voilà, mais ça, c'est ma petite popote à moi puisque c'est mon travail de les accompagner. Donc, j'espère que ben, tu as appris certaines choses. Et encore un petit email la semaine prochaine parce que c'est la dernière semaine du mois de mai que j'aurai une petite mission pour toi, un petit exercice, un petit challenge où je te défierai, je t'enverrai mon défi visuel. Allez, assistante en devenir, à ciao, à ciao.